Notre prochain orateur de marque est également reconnu pour ses actions et réformes en matière de lutte contre la corruption. Il a occupé des postes de responsabilité à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, au Fonds monétaire international et à la Banque ouest-africaine de développement. Il a également été ministre de l'économie et des finances du Bénin. Et tout en prônant la transparence tout au long de sa carrière, M. Abdoulaye Biotchane a démontré non seulement ses qualités de leadership, mais également son engagement à assister les gouvernements et différentes institutions financières à améliorer leurs performances. Je laisse à présent la parole à M. Abdoulaye Biotchane. Merci beaucoup. C'est toujours difficile de parler après Akere. Monsieur le Premier ministre du Sénégal, Monsieur le secrétaire général du groupe des ACP, Mesdames, Messieurs les ministres, honorables invités, bonjour à tout le monde. Je voudrais d'abord remercier bien sûr Thierry et tous les organisateurs pour ce qui est mis en place aujourd'hui et surtout les féliciter pour avoir relevé le défi de la continuité. Surtout autour de ce thème, investir en Afrique, entreprendre pour l'Afrique. Mais vous me permettrez, s'il vous plaît, avant tout propos, de saluer la mémoire d'un homme qui a disparu il y a quelques jours, le président Mathieu Kérékou, un ancien président de la République du Bénin, qui, bien sûr, a été président du Bénin, qui a présidé la première conférence nationale du Bénin, qui était la première du genre en Afrique, et qui a aussi aidé beaucoup dans le processus des conférences nationales en Afrique. Je voudrais lui rendre hommage ce matin. Mesdames, Messieurs, on a parlé de la croissance soutenue en Afrique. Pendant 10 ans, plus de 10 ans, 5% de croissance en moyenne, alors même que les autres continents et surtout le monde occidental traversaient une dépression. Cette performance, bien sûr, est d'abord due à nos politiques, aux politiques macroéconomiques des différents gouvernements, mais surtout à nos populations qui se sont engagées et qui ont soutenu pendant de nombreuses années les difficultés du moment. Ces performances dont je viens de parler ont rendu le continent plus attractif. On a tous les ans des investissements directs étrangers importants et qui s'accroissent. Le dernier chiffre en 2014 est de 74 milliards de dollars à peu près. Et depuis 2-3 ans, c'est une croissance moyenne de 20, 25, 35%. Alors aujourd'hui, dans quel secteur on peut entreprendre en Afrique et espérer non seulement avoir les ressources, mais également se développer? Il y a bien sûr ce que j'ai dit tout à l'heure en ce qui concerne les infrastructures, il y a l'agriculture, il y a les TIC, mais il y a aussi un secteur qui se développe de plus en plus aujourd'hui parce que nous avons en même temps un développement qui est notable en Afrique, c'est l'accroissement de la classe moyenne. L'accroissement de la classe moyenne qui va atteindre bientôt 200 millions en Afrique, c'est le potentiel d'un certain nombre de secteurs. L'alimentaire, bien sûr, les logements. Parce que quand les gens ont franchi cet obstacle-là, cette barrière, et qui sont dans la classe moyenne, ils envisagent d'avoir de meilleurs logements que par le passé. Et bien sûr, l'énergie. Alors, je vais conclure rapidement, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Premier ministre, pour dire que nous avons tous besoin, gouvernement, institutions internationales, institutions financières surtout, philanthropes, nous avons besoin d'accompagner les entrepreneurs africains avec les ressources nécessaires pour transformer leurs rêves en réalité. Pour les gouvernements, c'est poursuivre bien sûr les réformes
pour créer cet environnement qui est indispensable, pour enlever et lever les obstacles qui sont sur le chemin de ces entreprises. Et bien sûr, pour nous tous, pour tous les autres acteurs, c'est jouer chacun sa partition, les institutions financières, donner des ressources aux entreprises, les philanthropes, faire le gap et bien sûr la société civile, appuyer ces PME naissantes et tous ces entrepreneurs qui n'aspirent qu'à une chose, créer des opportunités et faire vivre à chacun le rêve auquel il aspire. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Abdoulaye Biotchané. Comme vous l'avez mentionné, maximiser les performances de nos institutions financières pour un développement durable est l'objectif à atteindre. Une ambition soutenue entre autres par les Nations Unies et par le Programme des Nations Unies pour le développement en particulier. À la direction du Bureau régional pour l'Afrique du PNUD se trouve un expert en matière de développement économique et social qui cumule près de 30 ans d'expérience au sein de l'ONU, après s'être forgé une brillante carrière dans l'administration publique sénégalaise. Il s'agit de Monsieur Abdoulaye Mar Diaye, que je vous prie à présent d'accueillir. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le secrétaire général du groupe des ACP, Excellences, Mesdames et Messieurs, cher Thierry, c'est un réel plaisir et un agréable devoir pour moi de m'adresser à un auditoire aussi distingué à l'occasion de la 2e édition du forum Rebranding Africa sur le thème « Investir en Afrique, entreprendre pour l'Afrique ». Une telle thématique est particulièrement pertinente dans le contexte actuel, marqué par une dynamique d'émergence économique et une volonté résolue à promouvoir une transformation structurelle du continent dans le sillage de l'agenda 2063 pour l'Afrique. Et vous conviendrez avec moi que la perception des acteurs économiques d'un pays ou d'une région est vitale, tant pour l'attractivité et la performance économique que pour l'insertion harmonieuse dans l'économie mondiale. Aussi, voudrais-je, dans mes propos liminaires, mettre en perspective 3 problématiques fondamentales autour desquelles notre forum s'articule. Premièrement, pourquoi est-il capital pour l'Afrique de projeter une nouvelle image de marque, ou comme on dit en anglais, rebranding? Deuxièmement, pourquoi privilégier l'entrepreneuriat dans la construction, l'exploitation, la vulgarisation et la rentabilisation de cette image? Et troisièmement, quels sont les facteurs clés du succès de l'investissement dans l'entrepreneuriat en Afrique? Mesdames et messieurs, l'image négative longtemps associée à l'Afrique a pesé sur les possibilités du continent à pleinement bénéficier de l'essor des investissements mondiaux et tirer profit des avantages de la mondialisation. Cette perception a toutefois bien changé au cours des dernières années. En témoigne l'évolution de la une de l'hebdomadaire britannique The Economist, qui qualifiait l'Afrique de continent désespéré en mai 2000, pour 11 ans plus tard annoncer, et avec beaucoup d'excuses, le réveil de l'Afrique. À n'en point douter, les médias africains et internationaux rendent mieux compte aujourd'hui des réalisations remarquables du continent au plan économique, mais toujours pas à leur juste valeur. À titre d'illustration, l'Afrique représente moins de 3% des recherches Google effectuées sur l'Internet. Il importe donc de vaincre ce syndrome de l'iceberg. Et c'est en ce sens qu'il faut saluer et encourager l'initiative du magazine Notre Afrique sur le rebranding ou le repositionnement de l'image du continent africain. Le narratif actuel sur l'émergence de l'Afrique
presque exclusivement focalisée sur la croissance économique impressionnante et ininterrompue de 5% par an en moyenne au cours des 15 dernières années, est toutefois très réducteur. L'effort visant à changer l'image de l'Afrique doit aller au-delà de la dimension économique pour inclure au moins deux autres aspects essentiels. Tout d'abord, il convient de souligner, et Abdoulaye vient de le dire tout à l'heure, qu'une croissance économique aussi robuste est principalement le résultat, d'une part, de fondamentaux solides, tant sur le plan économique que politique, et d'autre part, de l'effet de traction que la forte demande d'une classe moyenne et urbaine grandissante exerce sur l'économie. C'est dire que cette croissance a de fortes chances d'être résiliente et durable. Ensuite, l'Afrique est devenue un foyer d'investissement rentable et la hausse de l'investissement direct étranger témoigne de la confiance des investisseurs envers le continent. Alors que l'investissement étranger direct a diminué globalement de 16% entre 2013 et 2014 dans le monde, causé par la fragilité de l'économie mondiale, l'incertitude politique et les risques géopolitiques dans certaines régions de l'Eurasie, l'investissement direct étranger en Afrique est resté stable et même en hausse de 5% en Afrique subsaharienne. Je voudrais proposer 3 axes d'orientation et d'action pour accélérer les investissements au profit de l'entrepreneuriat en Afrique. Premièrement, il convient de libérer le potentiel des jeunes entrepreneurs en passant des stratégies entrepreneuriales régies par la nécessité de survie à des stratégies entrepreneuriales orientées vers l'exploitation systématique des opportunités. Des études récentes montrent que l'Afrique a l'un des taux de jeunes entrepreneurs potentiels parmi les plus élevés au monde, 60% contre 17% en Asie. Toutefois, une proportion importante des jeunes entrepreneurs du continent s'oriente vers l'entrepreneuriat par nécessité. Environ un tiers en Afrique contre 20% en Asie et en Amérique latine. Sans compter que la plupart d'entre eux opèrent dans des secteurs informels à forte précarité et à faible valeur ajoutée, tels que le commerce de détail. Pourtant, l'Afrique regorge d'opportunités entrepreneuriales, de l'agriculture à la technologie numérique, en passant par le tourisme et l'artisanat. Il existe un grand nombre de créneaux porteurs dont les entrepreneurs pourraient se saisir pour encore mieux contribuer à la dynamique de croissance économique. Ces types d'entreprises existent et un grand nombre d'entre elles sont des leaders de classe mondiale, tels que Dangote Group, Safaricom, Absa Group, MTN, Shanduka, Econet, Hess Holding, FAMFA, Chosan et Java Foods. Et cette liste est bien d'être exhaustive. Il s'agit donc de les émuler. Par conséquent, le premier facteur clé du succès de l'investissement dans l'entrepreneuriat en Afrique est de valoriser et dynamiser cette culture émergente d'esprit d'entreprise, qui est, pour emprunter le mot d'Hernando de Soto, el otro sendero, cet autre chemin du développement, qui libère la créativité des entreprises et transforme les opportunités en réalisations phénoménales. C'est dans cette perspective que le PNUD, à travers notamment son initiative régionale sur les marchés inclusifs, mieux connue sous son sigle AFIM, sous son sigle anglais AFIM, African Facility for Inclusive Markets, travaille donc sur la promotion de marchés inclusifs en Afrique à travers le développement et l'expansion des chaînes de valeur régionales dans des secteurs tels que l'agro-industrie. Deuxième clé de succès, les pays africains doivent mettre en place des cadres de politique incitatrices et de soutien à l'entrepreneuriat. Faciliter l'acte d'investissement propulse le développement entrepreneurial. Le cas du Rwanda fournit une illustration instructive. En l'espace d'1 an, le pays a radicalement simplifié les procédures nécessaires à l'enregistrement des entreprises. Entre 2009 et 2010,
le nombre de procédures nécessaires au démarrage d'une entreprise a été réduit de 8 à 2 et le délai requis pour ce faire est passé de 14 à 3 jours. Et la création d'entreprises a connu un boom sans précédent. L'Afrique devra réinventer son mode de financement de l'entreprise. En pleine résonance avec le développement économique du continent, le secteur bancaire, principal financier de l'entreprise, est en pleine croissance en Afrique, avec une forte progression des actifs. Bien que le taux de bancarisation moyen, 18%, est encore relativement faible comparé à d'autres régions, 28% en Asie, en Amérique latine et 44% en Europe. Mais le secteur bancaire en Afrique reste encore fragmenté et quelque peu distant, beaucoup même distant, de la demande croissante en financement d'investissement des entreprises. Il faut corriger ce hiatus en développant une autre forme d'intermédiation financière, forme qui réconcilierait la banque avec la finance et qui allierait la culture du risque avec celle de la rentabilité. La résolution de cette asymétrie requiert une plus grande inclusion financière, favorisant la promotion de nouvelles technologies comme la banque mobile, ainsi qu'une plus grande consolidation et syndication bancaire pour générer de réels rendements d'échelle afin de financer des opérations de taille comme les infrastructures. Mesdames et messieurs, je voudrais conclure en réaffirmant que l'Afrique est assurément engagée sur la voie qui mène à la croissance inclusive et au développement. Cependant, cette dynamique doit être accélérée et amplifiée en vue de la réalisation de la vision de l'Union africaine définie dans l'agenda 2063. L'année 2015, qui vient clôturer un cycle de 15 ans de croissance économique stable à la faveur des objectifs du millénaire pour le développement. D'ici 15 ans, lorsque le processus des objectifs de développement durable prendra fin, il sera très certainement possible d'évoquer la période 2000-2030 comme étant l'ère des 30 glorieuses de l'Afrique. De ce fait, promouvoir activement l'entrepreneuriat, sanctifier la culture de l'esprit d'entreprise et financer l'entrepreneuriat de manière adéquate sont les conditions essentielles à la réalisation de cette vision. L'entreprise est donc un pari confiant sur l'avenir. Je vous remercie de votre attention et je souhaite plein succès à nos travaux. Merci, Monsieur Abdoulaye Mardiaye. Je rappelle que nous sommes toujours en direct sur Africa 24 pour une émission consacrée spéciale pour ce Rebranding Africa 2015. Il sera notamment question de développement industriel avec notre prochain orateur de marque. Il s'agit de Monsieur Omar Hamidou Tchiana, ministre des Mines et du Développement industriel de la République du Niger. Le secteur minier qui est le moteur de croissance du Niger. Panafricaniste convaincu, Monsieur Omar Hamidou Tchiana fut également président du groupe parlementaire et membre de la commission des finances et du budget à l'Assemblée nationale du Niger. Accueillons-le. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Secrétaire général des ACP, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres, grades et qualités. Je suis très heureux d'être ce matin à Bruxelles pour prendre part à la deuxième édition du Rebranding Africa. Je salue et encourage cette initiative et adresse mes remerciements pour cette invitation et pour toutes les sollicitudes dont nous sommes l'objet. Il est toujours difficile d'intervenir après de si brillants orateurs et surtout d'éviter les redites. Je vais, dans ce cas, essayer de ne pas prononcer une partie de mon intervention. Mesdames et Messieurs, le Niger est un État de droit qui assure la sécurité juridique des acteurs de la vie politique et économique.
La bonne gouvernance, la transparence et l'efficacité sont des réalités tangibles dans les affaires publiques que privées. Notre option politique et économique sont clairement affirmées, notamment dans la libre concurrence, la suppression et la quasi-totalité des monopoles ainsi que la libéralisation du commerce. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de renaissance, sur la base duquel notre peuple a élu le président Issoufou Mamadou, notre gouvernement entend mobiliser les ressources aussi bien internes qu'externes. C'est là une invite officielle à l'endroit des investisseurs présents dans cette salle ou à l'extérieur. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, le Niger entend accélérer sa croissance d'une part par la réalisation de projets structurants et d'autre part par l'exploitation d'énormes ressources de son sous-sol. Nous avons en effet beaucoup de potentialités dans le domaine minier et pétrolier. Dans le domaine minier, le Niger est 4e producteur mondial d'uranium, avec 3 mines en activité. Et nous entendons passer au 3e rang avec l'exploitation du gisement des Mourarènes. Nous disposons également d'importants gisements d'or, de phosphate, de charbon, de gypse, de calcaire, de pierres précieuses et semi-précieuses. Et pour toutes ces substances, nous avons encore plus de 400 permis libres, tous minéraux confondus. Dans le domaine pétrolier et gazier, notre pays raffine son pétrole pour la consommation interne et pour l'exploitation vers les pays voisins. Nos réserves sont estimées à près d'1 milliard de barils, avec encore une trentaine de blocs de recherche pétrolifère encore libres. Dans le domaine de l'énergie, il existe d'énormes opportunités dans la production d'hydroélectricité, tout comme dans les centrales thermiques et solaires. Dans le domaine de l'industrie, l'agro-industrie est un domaine auquel nous apportons la plus grande importance. L'Afrique doit agir au plus vite pour rendre sa gouvernance continentale plus globale et plus homogène. L'émancipation de l'Afrique est à ce prix. Il est en effet douloureux de constater que pendant que les autres nations du monde se regroupent pour se renforcer, dans le contexte de la mondialisation, les pays africains, quant à eux, continuent à se complaire dans un nationalisme étroit à défendre l'intangibilité de leurs frontières et des intérêts de pauvres. C'est-on seulement demander que serait l'Afrique avec 1 milliard d'habitants et une maîtrise totale des immenses richesses dont regorge son sous-sol? C'est-on demander ce que serait l'Afrique si les grandes puissances de ce monde n'avaient comme interlocuteur qu'un seul ensemble homogène pour négocier et commercer avec notre continent? Les Africains doivent se convaincre que la fédération est un impératif incontournable pour leur survie dans un monde ne connaissant plus qu'une seule règle de droit, celle du rapport de force. En effet, l'Afrique, notre Afrique, malgré les nombreuses richesses de son sous-sol, n'a pu se débarrasser ni de la pauvreté, ni de la famine, ni des maladies, ni même de la générosité d'autres nations. Et pourtant, en parcourant le monde, j'ai pu mesurer comment et combien d'autres nations ont pu tirer parti des richesses de leur sous-sol. Cela est possible en Afrique. Notre continent a certes besoin de lendemain qui chante, mais notre peuple a besoin de chanter au présent. Un homme politique européen de premier plan a estimé récemment qu'une zone de libre-échange africaine pourrait accroître le PIB du continent de plus de 60 milliards de dollars par an, soit 20 milliards de plus que le montant de l'aide internationale accordée à l'Afrique. Mesdames et messieurs, la pensée que l'Afrique n'est pas un terrain économique plus risqué qu'un autre pour les projets correctement structurés et accompagnés est aujourd'hui une réalité. De récentes études prouvent même, au contraire, que les risques et retours sur investissement y sont largement comparables à ceux des économies émergentes. Nous sommes en 2015 et l'Afrique a changé.
Elle offre de bonnes raisons aux investisseurs de se rendre sur place et d'étudier la possibilité d'y faire des affaires. Au nombre de ces raisons figurent, surtout vis-à-vis des investisseurs européens, l'histoire, la langue, la monnaie, la législation, la croissance et bien d'autres raisons. Nous avons les richesses, nous en avons l'intelligence et le peuple qu'il faut. Puissions-nous avoir simplement le courage d'édifier ce grand continent que le peuple africain appelle de ses vœux les plus chers, c'est-à-dire une Afrique unie et prospère. Notre Afrique, pour emprunter ce mot à Jerry Hott, qui lui est très cher, aujourd'hui peut-être, bientôt certainement, à chacun d'y jouer sa partition et loyalement. Je vous remercie de votre invitation. Merci, Monsieur le Ministre. Parmi les pays qui atteignent progressivement leur objectif de croissance économique et de développement durable, le Sénégal, invité d'honneur du Rebranding Africa Forum 2015, estimé à 4,5% en 2014, le taux de croissance est projeté à 5% en 2016. Et pour soutenir cette croissance, les autorités sénégalaises ont lancé en 2014 le plan Sénégal émergent. Pour évoquer tous ces faits, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République du Sénégal, Monsieur Mohamed Dionne, qui représente le président Macky Sall. Merci bien. Monsieur le ministre d'État en charge des mines et du développement industriel du Niger, cher ami Oumar Tiana, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le secrétaire général du groupe des États ACP, cher ami, Monsieur le directeur Afrique du PNUD, cher René Ablaye Mardier, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, en vos rangs et qualités respectifs. Vous me permettrez tout d'abord d'exprimer au nom de son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal, ma plus profonde gratitude au Royaume de Belgique pour avoir accepté d'abriter cette deuxième édition du Rebranding Africa Forum. Ce forum se tient ainsi pour la seconde fois dans cette si belle ville de Bruxelles, creuset intellectuel, siège d'une intense activité d'échange et de réflexion qui inspire et détermine l'agenda international. Aujourd'hui, nous nous réunissons ici, le temps d'une journée, autour d'un thème qui cristallise toute l'attention des gouvernants et des populations africaines, mais également celle de la communauté internationale. En effet, le devenir de l'Afrique, notre continent, n'est pas sans impact ni conséquence sur la marche du monde. Je tiens donc à féliciter M. Thierry Hott, président de Samori Media Connection et directeur du magazine Notre Afrique, pour avoir pris l'heureuse initiative de réunir ce parterre d'intellectuels et d'experts aussi prestigieux dans le but de susciter le partage et la mutualisation des réflexions sur un sujet centré sur le devenir de notre continent, l'Afrique. À l'évidence, ceux qui ont choisi ce thème, investir en Afrique, entreprendre pour l'Afrique, sont loin des clichés et préjugés qui réduisent l'Afrique à un continent sans espoir, ravagé par la misère et la maladie, paralysé par l'inaction. Bien au contraire, ils ont compris que l'Afrique est aujourd'hui la nouvelle frontière de la croissance. Je pense que c'est Marc qui rappelait le titre du journal Économiste il y a quelques années qui titrait sur sa une Africa Rising.
En effet, le continent est entré depuis plus d'une décennie dans une phase très active de croissance, une croissance appelée à se consolider. Et à cet égard, je voudrais emprunter à Jean-Michel Severino, ancien directeur général de l'AFD, mais ancien aussi vice-président de la Banque mondiale, ces mots pour dire aujourd'hui que c'est le temps de l'Afrique. Oui, c'est le temps de l'Afrique, puisque depuis plus d'une décennie, son économie est en pleine croissance, avec une augmentation annuelle moyenne de plus de 5% de son PIB. L'édition 2015 des perspectives économiques en Afrique indique une consolidation de ses performances et de ce mouvement pour les années à venir. Pour ce faire, l'Afrique peut compter sur ses atouts indéniables. D'abord, sa taille. Souvent, quand on parle de l'Afrique, on pense à ce pays qui est de l'autre côté de l'Atlantique. On pense à ce pays au sud du Sahara. Mais l'Afrique, c'est plus de 30 millions de kilomètres carrés, soit les États-Unis, l'Europe, l'Alaska et la Chine réunis. L'Afrique, c'est ce continent en transition démographique, avec une population à dominante jeune. Une opportunité, certes, mais également un défi, parce qu'il nous faut créer tous les ans plus de 10 millions de jobs, 10 millions d'emplois pour la jeunesse africaine. L'Afrique, c'est également ce marché de plus d'1 milliard de consommateurs qui devrait atteindre 2,3 milliards à l'horizon 2050, avec une classe moyenne urbaine dotée désormais d'un revenu discrétionnaire en croissance. L'Afrique, c'est plus de 10% des réserves mondiales de pétrole, 40% des réserves mondiales d'or, 80 à 90% des réserves mondiales de métaux du groupe chrome-platine, par exemple. L'Afrique, enfin, c'est plus de 600 millions d'hectares de terres arables, représentant 24% des réserves mondiales de terre. Mais le premier défi qui nous est posé, et c'est mon premier point, c'est celui de la valorisation de ce potentiel pour créer davantage de richesses, satisfaire la demande croissance de nos marchés intérieurs et les besoins du reste du monde en exportant davantage. Mesdames, Messieurs, vous me permettrez de souligner que le Sénégal, notre pays, s'est inscrit dans la perspective que je viens d'indiquer à travers son plan Sénégal émergent, qui adresse le triptyque croissance, emploi, pauvreté. À cet effet, en consacrant le plan Sénégal émergent comme matrice unique des politiques publiques dans notre pays, le président Macky Sall a fait l'option de stimuler les secteurs à fort potentiel de création de valeur ajoutée et d'emploi, tels que l'agriculture et l'agro-industrie, les services, l'artisanat, les mines, la culture, le tourisme et l'économie numérique, entre autres secteurs. Nous avons ainsi engagé la réalisation de 27 projets et 17 réformes phares pour booster la croissance et le développement et créer les conditions pour les jeunes. Il y a en effet une nuance entre croissance et développement. Une réforme foncière majeure est en voie pour sécuriser au Sénégal l'accès à la terre en zone rurale notamment, et afin de promouvoir le développement d'exploitations agricoles familiales modernes et mieux équipées et en même temps l'agrobusiness. Notre réseau de transport se modernise avec la réalisation d'infrastructures routières, ferroviaires, portières et aéroportuaires de dernière génération. Le train électrique express régional qui va être électrique, qui est en cours de démarrage. Je pense que le directeur général de l'APIX pourra le présenter tout à l'heure. À travers des partenariats publics-privés, à travers des financements innovants, avec l'ambition de développer des hubs de services logistiques et médicaux offrant des plateaux de référence. Au Sénégal, nous travaillons également sur la maîtrise des coûts de facteurs de production, à la facilitation de l'accès aux fonciers aménagés et à l'adoption
d'un paquet de mesures fiscales en faveur de l'investissement dans des secteurs porteurs tels que le tourisme, l'agriculture, l'habitat avec les nouveaux pôles urbains et l'implantation de nouvelles unités industrielles. Des agropoles, des parcs industriels destinés à la promotion de l'industrie manufacturière légère, porteuse d'emplois, donc de cohésion sociale pour notre société. De nouveaux instruments de financement ont été ainsi mis en place pour accompagner les PME, PMI et les jeunes porteurs de projets. Je regarderai également ce que fait le African Guarantee Fund et voir dans quelle mesure nous pouvons bénéficier davantage des services de AGF. Nous investissons aussi dans les filières professionnelles et scientifiques, techniques, pour renforcer l'employabilité des jeunes. Pour stimuler le développement de l'économie rurale, le président Macky Sall vient de lancer un programme spécial, le programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC, pour assurer le désenclavement, l'accès à l'eau, l'hydraulique donc rurale, à l'énergie, l'électricité en milieu rural et le soutien aux activités de production, notamment pour les femmes. Un programme de plus de 110 milliards de francs CFA dans sa première phase, dont l'exécution a été confiée au PNUD, le programme national, le programme UNDP, je dirais. C'est plus simple pour moi. Excellences, Mesdames, Messieurs, comme vous pouvez le constater, au Sénégal, comme ailleurs en Afrique, nous entreprenons tous les jours pour changer le cours des choses. Nous entreprenons pour donner de l'espoir et permettre à chaque individu, à chaque Africain, à chaque Africaine d'exploiter pleinement son potentiel et d'assouvir son aspiration légitime à un mieux-être. Satisfaire cette exigence sociale forte est à notre portée. Nous devons nous donner les moyens de le réaliser ensemble pour nos populations. Il n'y a pas plus exaltante mission que celle-là. C'est pourquoi nous restons très attentifs aux recommandations issues de cet important forum que nous examinerons avec la plus grande attention. C'est sur ces mots que je voudrais conclure en souhaitant plein succès à vos travaux au nom du président Macky Sall, président de la République du Sénégal, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui ici à Bruxelles. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Merci. Monsieur le Premier ministre, nous vous sommes reconnaissants d'avoir effectué le déplacement et de représenter aujourd'hui le président de la République du Sénégal, le président Macky Sall. Djorojef. Il est à présent temps de marquer une courte pause, une pause de 10 minutes, et le Rebranding Africa Forum ainsi que l'émission spéciale sur Africa 24 reprennent dans quelques instants. Merci. Suite du Rebranding Africa Forum 2015, je rappelle que nous sommes en direct depuis la capitale belge Bruxelles sur Africa 24. Invité d'honneur du Rebranding Africa Forum 2015, le Sénégal vous présente à présent ses atouts au travers d'une vidéo. Et je vous prie de bien vouloir réserver un accueil chaleureux à Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances de la République du Sénégal, Monsieur Amadou Ba. Merci, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le directeur pour l'Afrique du Programme des Nations Unies pour le développement, Monsieur l'organisateur du forum, Monsieur Hott, Mesdames, Messieurs les ministres, chers invités, Monsieur le secrétaire général des ACP, comme vous le savez, mon pays, le Sénégal, est à l'honneur pour cette deuxième édition du Rebranding Africa Forum. Le Premier ministre, M. Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui représente au nom du Sénégal son Excellence M. Macky Sall, président de la République, à ce grand rendez-vous d'échange,
de brassage et de promotion, il l'a dit tout à l'heure, vous a exprimé de vive voix la fierté ressentie et la joie éprouvée pour cette marque de considération et de distinction. À ce stade, nous allons bientôt introduire un film vidéo sur le Sénégal et à travers cette projection que vous découvrirez, vous verrez l'émergence dans toutes ses dimensions. Elle porte la marque indélébile de la vision du chef de l'État pour un développement durable dans une Afrique prospère et une coopération féconde avec nos partenaires au développement. Je ne serai pas plus long, je vous remercie de votre aimable attention. Les autorités du Sénégal ont mis en œuvre un plan stratégique, le PSE. Ce plan, financé en grande partie par l'État du Sénégal et très largement soutenu par la communauté des bailleurs et des investisseurs, vise une transformation structurelle de l'économie pour un développement inclusif et solidaire dans un état de droit en vue d'atteindre l'émergence en 2035. Un plan qui, à l'évidence, suscite l'intérêt et l'adhésion des populations et mobilise le gouvernement du Sénégal. Le Sénégal est une terre d'opportunités et de grande hospitalité. Situé à la pointe occidentale de l'Afrique, à moins de 7 heures de vol de l'Amérique, le Sénégal est la principale porte d'accès de l'Afrique de l'Ouest. Vitrine de la démocratie en Afrique et modèle de bonne gouvernance, le Sénégal s'est doté depuis l'indépendance d'institutions solides. 5e réformateur mondial en 2014 selon la notation Doing Business, le Sénégal est fortement engagé dans l'amélioration de son environnement des affaires pour offrir toutes les garanties à l'investissement privé. Nous avons déroulé une batterie de réformes entre octobre 2014 et maintenant sur lesquelles nous avons ciblé 3 axes majeurs. La réduction des délais de délivrance des actes administratifs à travers une administration orientée résultat et largement dématérialisée. Nous travaillons aussi sur l'environnement juridique et fiscal. Et en la matière, le Sénégal a gagné 31 places sur l'axe de protection des investisseurs. Enfin, nous travaillons sur l'axe du foncier par la mise à disposition d'une réforme dans l'accès de l'investisseur au foncier. Et nous pensons que c'est ça qui constitue un matelas sur lequel va s'appuyer les 27 projets phares pour améliorer davantage l'attractivité du pays. Le Sénégal est le 6e pays le plus accueillant au monde selon le World Economic Forum, avec ses 700 km de côte atlantique, ses 3000 heures d'ensoleillement, ses nombreux sites historiques classés et ses parcs naturels. Le Sénégal s'est aussi doté d'infrastructures modernes et structurantes. Une autoroute à péage, un nouvel aéroport international en chantier d'une capacité de 3 millions de passagers par an, une zone économique spéciale en construction, un port autonome performant avec un trafic de 11 millions de tonnes par an, un pôle urbain en développement, un réseau de télécommunications 100% numérisé qui le classe au 3e rang africain en termes de pénétration des TIC. De plus, 2 projets majeurs d'infrastructures sont actuellement en cours. Le premier projet phare, c'est le projet du train express régional qui marche à l'électricité et au thermique, qui va relier l'aéroport international Blaise Diagne à la gare, donc centre-ville de Dakar, en un temps record de 45 minutes. L'autre avantage de ce train, c'est la desserte de la banlieue aussi, donc mobilité urbaine. Le deuxième projet d'importance, c'est l'autoroute Thiès-Touba. C'est un projet aussi qui va jouer un rôle important dans l'emploi des jeunes. C'est 8000 emplois garantis pendant la durée des travaux de 4 ans. C'est 813 millions de dollars d'investissement. À côté de l'édification en cours d'un parc industriel, le Sénégal dispose également d'un avantage comparatif dans les domaines de l'éducation, de la formation et des téléservices, sans compter un formidable potentiel halieutique, ce qui constitue des opportunités d'investissement non négligeables. Avec le PSE, le Sénégal recherche un renouveau productif dans les secteurs stratégiques de son économie. Le Sénégal a besoin d'investissements massifs
d'investisseurs privés, privés nationaux, mais aussi privés internationaux. Dans 3 directions exactement. En amont de la production, nous avons besoin d'investissements en intrants de qualité. Au niveau de la production, le Sénégal a besoin d'investissements massifs, notamment en prestation de services mécanisés. Enfin, en aval de la production, il s'agit de réduire les pertes post-récolte, donc d'avoir des investissements massifs en termes d'infrastructures de stockage, mais aussi pour la transformation du riz, le rendre sous forme de riz de qualité conforme aux besoins du marché intérieur, mais aussi du marché extérieur. L'agriculture, les infrastructures, l'énergie, les mines, le tourisme, les TIC, la santé et l'habitat. Autant de domaines où le Sénégal a des besoins à satisfaire, mais également des opportunités d'investissement et de partenariat à offrir. Du reste, l'État vient d'adopter une loi sur le partenariat public-privé pour booster davantage l'investissement privé. Avec vous, partenaires officiels et privés, nous souhaitons mobiliser le soutien et les investissements nécessaires pour nous accompagner vers l'objectif ultime du plan émergent. C'est de nous passer de l'aide par la vertu du partenariat. Merci, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, pour votre présentation. Bienvenue sur Africa 24. Nous sommes toujours en direct de Bruxelles où nous rejoignons l'un de nos envoyés spéciaux sur place, c'est Paul de Singwe. Cette année, le Sénégal est le pays d'honneur de cette 2e édition du Rebranding Africa Forum. Paul est d'ailleurs en compagnie du Premier ministre du Sénégal, Mohamed Boun Abdallah Dionne. Justement, le Sénégal est à l'honneur pour cette 2e édition. Je suis avec Monsieur Mohamed Dionne, il est le Premier ministre de la République du Sénégal. Merci, Monsieur le Premier ministre, d'avoir accepté de répondre aux questions d'Africa 24. Vous êtes en direct. Merci bien et bonjour aux téléspectateurs d'Africa 24. Alors, vous représentez la République du Sénégal à ce Rebranding Africa Forum. Qu'est-ce qu'une telle initiative peut apporter à l'Afrique et au Sénégal? D'abord, juste 2 mots pour le promoteur de cet important carrefour pour le développement de l'Afrique, M. Thierry Hott. Bravo et merci. Bravo, c'est pour le féliciter de tenir ici à Bruxelles cette 2e édition de cet important événement qui rassemble les décideurs de l'Afrique, les gouvernements, le secteur privé, la société civile, afin d'échanger, mais surtout de sortir de cet événement avec des actions, un plan d'action, quelque chose de concret, des idées à mettre en pratique pour un meilleur devenir des pays et des populations africaines. Bravo, mais aussi merci. Merci pour lui exprimer au nom du chef de l'État, le président Macky Sall, président de la République du Sénégal, lui dire merci d'avoir sélectionné, choisi le Sénégal comme pays aujourd'hui que nous célébrons dans le cadre de Africa Forum. Thierry est un ami de l'Afrique, un ami du Sénégal, il est africain. Et pour cette 2e édition, il a choisi de faire honneur à notre pays. Et au nom du président de la République que je viens représenter ici, je veux lui dire merci. Monsieur le Premier ministre, le Sénégal vient d'être élu membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Quel sera l'agenda du Sénégal vu le contexte sécuritaire difficile en Afrique? Alors, avant de parler de ça, à l'entame de mon propos, je disais bravo et merci, mais permettez-moi un peu de revenir également sur l'événement. L'événement est important en ce qu'il contribue à changer la perception qu'a le reste du monde de notre continent. J'ai coutume de rappeler que le continent, l'Afrique, c'est pas la petite île ou le petit pays qui est de l'autre côté. C'est avant tout un potentiel extrêmement important. Plus de 60% des terres arables
de notre planète se situe en Afrique. L'Afrique, c'est plus de 30 millions de kilomètres carrés, c'est énorme. Et c'est la somme, j'allais dire, de l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, l'Inde, la Chine, le Mexique et l'Argentine. C'est énorme pour moins d'1 milliard d'habitants ou 1 milliard d'habitants. Pendant que juste l'Inde et la Chine, si on les additionne, font plus de 2 milliards 5 d'habitants. Donc c'est pour dire que l'Afrique, c'est un continent vierge, un continent même à la limite sous-peuplé, avec aujourd'hui un formidable potentiel que nous devons transformer en opportunité réelle. C'est le dividende démographique, une population jeune. Mais c'est là également que réside le principal défi de la cohésion sociale de nos jeunes pays. Il nous faut créer plus de 10 millions d'emplois par an. C'est énorme au niveau de l'échelle de l'Afrique subsaharienne. C'est énorme. Ça veut dire qu'il nous faut engager davantage la transformation de la structure même de nos économies. Quand vous exportez vos matières premières, vous exportez les emplois potentiels pour ces 10 millions de jeunes. Parce que c'est les pays qui vont transformer ces matières brutes et vous les réexportez. C'est ces pays qui captent ces emplois et qui captent la richesse. Le choix du président Macky Sall, le choix des pairs africains du président Macky Sall, c'est justement à travers l'agenda Afrique 2063 d'inverser ce processus. Enfin, d'initier en Afrique la transformation des structures des économies africaines. Que davantage on transforme, qu'on produise davantage de capacités productives, mais davantage de capacités de transformation également à travers l'industrie et tous les services qui accompagnent le développement industriel. Voilà le trend sur lequel aujourd'hui les experts africains ici, le secteur privé africain et la société civile sont appelés par Thierry à travers le Rebranding Africa Forum à réfléchir et à proposer également leur part du job dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie continentale Africa 2063. Maintenant, en ce qui concerne le Sénégal, notre pays, bien entendu, nous nous félicitons du choix porté par la communauté internationale pour nous placer pour la 3e fois de l'histoire, pour un pays qui a été indépendant en 1960, nous placer pour la 3e fois de l'histoire au niveau du Conseil de sécurité, le Saint des Saints, où se décide l'avenir du monde. Et c'est tout à l'honneur du chef de l'État sénégalais, le président Macky Sall, et de sa diplomatie. Une diplomatie inscrite dans la continuité depuis notre accession à la souveraineté internationale, continuité avec des efforts pour consolider la sécurité et la paix dans le monde. Je suis également avec Thierry Hott, il est le président du Rebranding Africa Forum. Merci, monsieur Hott, de répondre aux questions d'Africa 24. Le thème de cette seconde édition, investir en Afrique, entreprendre pour l'Afrique. Pourquoi avoir choisi ce thème? Que comprendre? Alors, merci de nous recevoir en direct sur Africa 24. Le thème de cette année, de cette 2e édition, Investir en Afrique, entreprendre pour l'Afrique, est tout simplement la continuité du thème de la première édition qui était l'émergence de l'Afrique. À quel prix? Nous avons recensé et compilé 50 idées clés qui sont des conditions, des prérequis pour l'émergence du continent. Et l'une de ces idées, qui était une des idées qui était la mieux et la plus partagée, celle de l'investissement sur le continent. L'Afrique, c'est un continent qui attire. On parle de l'Afrique en termes de potentialité. Nous avions estimé que le moment était venu de transformer ces potentialités. Et nous avons choisi pour cette 2e édition d'inviter un pays qu'on considère comme ceux qui font partie des trains qui arrivent à l'heure. Pour emprunter l'expression du Premier ministre hier, le Sénégal fait partie de ces pays qui font la fierté du continent. C'est en cela que nous avons décidé d'en inviter le Sénégal pour saluer le dynamisme légendaire du peuple sénégalais, mais aussi la qualité de leadership du président Macky Sall. Le président Macky Sall fait partie des chefs d'État du continent qui font la fierté des jeunes de notre génération. Nous avons voulu saluer tout cela. C'est en cela que le Sénégal est invité ici pour cette 2e édition.
Alors le rebranding Forum Africa se poursuit ici à Bruxelles autour de plusieurs panels axés sur l'économie et le développement en Afrique. Je vous rappelle le thème, investir en Afrique, entreprendre pour l'Afrique. Nous allons à présent marquer une courte pause. Restez sur Africa 24. Nous retournerons en direct de Bruxelles pour suivre le rebranding Africa Forum 2015.